Bonjour, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel et les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons prendre un peu de rêve, du ballon rouge, des filets mignons, des pénaux, des prolongations. Oui, toute une poésie qui nous rend le foot de notre enfance, le foot de nos clubs où toutes les récrés sont Coupe du Monde, avec les moyens du bord pour le plaisir du jeu et de la convivialité. C'est cette histoire du foot que notre invité a écrit loin des têtes d'affiche, une épopée de 100 ans qui met à l'honneur les clubs vendéens et tous les travailleurs et passionnés de l'ombre. Mathieu Degnaud est notre invité. Il vient nous présenter son livre « Un siècle de foot en Vendée ». At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights Ah, le foot, comme dirait l'autre. À l'époque où Bedos disait ces mots, le foot, eh bien on imagine, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui le foot n'est pas le même et qu'il a bien changé. Oui, si le foot reste magique et fait tant rêver aujourd'hui, il est aussi et surtout devenu, à l'international comme au national, un marché un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. La preuve, regardez, déjà les joueurs pros se vendent, font des passes et le monde du foot n'a qu'une idée en tête, amortir le ballon. Sans parler des petites choses plus ou moins licites qui fleurissent sur le terrain, l'herbe, les lignes blanches, le shoot. Si ça continue comme ça, dans 100 ans, on verra désormais évoluer 44 hommes sur le terrain, suivis par leur agent ou leur argent. Si ça continue, le foot sera coté en bourse et les joueurs protégeront jalousement leur bourse, comme sur les coups de pied arrêtés. Les transferts d'ailleurs pourront peut-être s'opérer dès que le ballon sera sorti en touche. Les cotes des joueurs seront inscrites en permanence au tableau d'affichage. Cette cote évoluera en fonction et en temps réel selon le nombre de buts. Finalement, le mercato sera ouvert 365 jours par an. Allez, trêve de plaisanterie et de futurisme, revenons à la réalité et revenons en Vendée. Un siècle de foot qu'ils aient excellé sur les terrains de football, encadré les joueurs, jeunes, adultes, œuvré à l'animation d'une association sportive ou alors participer à l'accompagnement matériel des équipes, beaucoup vont se reconnaître dans cette épopée. Reconstituée grâce aux archives inédites des clubs, l'histoire centenaire que vient nous raconter Mathieu Degnaud est aussi celle de la Vendée du XXe siècle, de ses évolutions socio-économiques. Allez, quels sont les événements marquants des clubs ? Quels sont les joueurs qui symbolisent la Vendée ? Quelle est l'histoire du foot dans le département ? Comment est née l'idée de ce livre ? Que raconte-t-il ? Autant de questions que nous allons poser à notre invité Mathieu Degnaud. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. On est très heureux de vous avoir à nos côtés pour un petit match de foot de 25 minutes. Voilà. Avec un bond dans l'histoire. C'est ça. Avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter nos deux jeunes poussins, amateurs de foot également. Nos deux jeunes Jean-Pierre. On est dans les vétérans. Vous êtes dans les vétérans ? Oui. Nous, on est dans une équipe de vétérans. Oui, mais division 1. Oui, voilà. Salut les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Ça va-t-il ? Oui, salut capitaine d'équipe. Ah, c'est ça, je suis le numéro 10. Vous avez fait du foot, les uns les autres ? Non, j'avais pas le droit de faire de foot. Ah. Ils m'ont trépané, j'ai plus d'os là. Ah, d'accord. Voilà. Donc pas de tête. Pas de tête. Mais vous êtes une tête à vous tout seul. Mais du cœur, un gros cœur. Et du cœur, c'est bien. Voilà. Vous le regardez peut-être, le foot ? Ben non, parce que moi, je travaillais tous les week-ends, donc je ne pouvais pas suivre une vie normale, entre parenthèses. Bon. Et Jean-Pierre ? Alors moi, j'ai, comme tous mes camarades, joué au foot à la fois dans la cour de l'école et dans la rue avec les voisins. Bah ouais. Bah oui, forcément. Bah oui. Dans la rue, c'est coupe du monde tous les jours. Tous les jours. Bah oui. C'est ça. Non, mais j'ai jamais été un passionné de foot. Le hand m'a plu, j'en ai fait partie d'équipe de hand. Mais le foot, non. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Donc j'étais emballé par le hand, j'ai fait du hand. Du hand. Et concernant les archives, vous êtes régalé sur des archives que vous pourriez avoir à Rexpo sur le foot, non ? Pas trop, si ? Si. Bah si, parce que dans la vie des communes, l'équipe de foot est capitale, quoi. Ça, la chorale paroissiale, les troupes de théâtre, c'était la grande distraction des Vendéens. Passionnant. Et puis ce qui est forcément passionnant, mais on va y venir, c'est que dans la plupart des communes, il y avait l'équipe de la paroisse, et puis il y avait l'équipe de l'école publique. Alors, bon, tout ça, c'est nous les plus forts. Ça a brassé. C'était quand même de la vie locale. Oui, c'est vrai. Eh ben, on y reviendra dans un instant. Je ne vous ai pas demandé votre recette, Jean-Pierre.
Eh ben, c'est du cœur. Je parlais du cœur tout à l'heure. Ça, d'accord. Du cœur, ben oui. C'est du cœur de bœuf, qui est une recette qui a complètement disparu des circulations. Et c'est ma copine Mijo qui m'a donné sa recette de famille que j'ai réalisée, qui est très très bonne. Et c'est un produit qui ne vaut pas cher. Donc il ne faut pas en profiter, il faut commander ça à bonne bouchée. Très bien. Et c'est très très bon. On verra ça aussi dans un instant. Mathieu, dans ce livre, Un siècle de football en Vendée, vous parlez des balbutiements du ballon rond, de la naissance, de la vie des différents clubs. Je veux savoir comment vous avez eu l'idée de ce livre, pourquoi se lancer dans une telle aventure. Vous êtes footballeur peut-être ? Oui, ouais. Je joue au football depuis mon plus jeune âge. Ouais. Je suis originaire de Sainte-Gemme-la-Plaine, donc j'ai commencé dans cette commune-là. D'accord. Et puis j'ai joué à Foot Espoir 85 ensuite et à Némy maintenant. Et en fait, c'est une passion pour le foot, mais aussi pour l'histoire locale. J'ai voulu chercher à comprendre comment le foot avait démarré au début du XXe siècle en Vendée et quels étaient les premiers clubs, voilà, comment tout ça s'était mis en place. C'est parti de là. Et on trouve des archives. Beaucoup de clubs ont gardé un historique de leur... Oui, pas mal. Ouais. Donc j'ai eu plusieurs phases de travail et l'une d'entre elles, ça a été de contacter les clubs. Okay. Donc pour avoir accès à leurs archives écrites. Donc soit je les ai consultées sur place, soit je les ai empruntées. Et s'il n'y avait pas d'archives écrites, là c'était rencontrer la mémoire vivante de chaque club. D'accord. Pour qu'il raconte un peu les grandes épopées, les moments marquants de son club. Donc un travail de rencontre, d'enregistrement, de collectage ? C'est ça. Voilà. D'accord. Des heures et des heures à écouter ? Oui, oui. Beaucoup de temps passé. Mais bon, très, très enrichissant comme échange, parce que c'était avec des passionnés. Donc, voilà. Et on a encore les mémoires des clubs ? Oui. Ouais. Alors, en fait, il y a beaucoup de clubs qui ont fait, à l'occasion, par exemple, de leur cinquantenaire, un petit livret souvenir. D'accord. Donc là, ça a été une source d'information importante. Ouais. Et sinon, après... Dans les mémoires vivantes, on en trouve encore ? Oui, oui. D'accord. Des personnes assez âgées, forcément, mais voilà, qui ont consacré plusieurs décennies de leur vie à leur association. Donc, parfois, il faut partir d'une photo ou d'un article de presse pour réveiller un peu les souvenirs, mais on finit toujours par avoir quelque chose. C'est important, un club de foot dans une commune. Jean-Pierre nous parlait de paroisse, l'équipe de foot de l'école publique et celle du privé. Ça a façonné les vies communales et ça façonne toujours les vies communales ? Alors oui, faut savoir que jusqu'aux années 70-80, l'activité dans les campagnes, l'activité du dimanche, c'était le foot ou le basket. Il n'y avait pas un panel d'activités comme il y a aujourd'hui. Donc le stade, c'était l'endroit où toute la famille se retrouvait avec femmes et enfants pour partager un moment. Donc oui, c'était une place centrale quand même dans le quotidien des gens. Et ça s'est peut-être un petit peu perdu maintenant parce qu'il y a les gens ont plein d'activités différentes le week-end. Mais ça a occupé une place centrale dans la vie des gens pendant très longtemps. Le social, quoi, le stade. C'est ça. Alors, vous dites les familles se regroupaient. Pourtant, quand on pense foot, alors peut-être j'ai des clichés dans la tête qui ne demandent qu'à être levés. On pense masculin, on pense homme. Il y a aussi un public féminin, à la fois dans la pratique et dans l'encadrement, ou aussi dans les spectateurs. Quand vous parlez de stades qui rassemblent la commune, on a aussi les femmes ? Alors, au niveau des spectatrices, oui, ça a toujours été. Ça a toujours été. Après, au niveau de la pratique, ça a commencé assez tardivement quand même. C'était au début des années 70 en Vendée. Donc voilà, les premiers clubs, vous aviez notamment Saint-Mémin, le FC Honnay, Chaland, la Boissière-des-Landes, Nieul-le-Dolan. Donc c'était encore une pratique à la marge, avec peu de considération quand même pour cette pratique, et peu de soutien des clubs aussi. Et puis petit à petit, ça finit par prendre, et dans le sillage de La Roche-Esso, l'étoile sportive arnésienne, ça a pris une haute envergure dans les années 90, et maintenant c'est quand même une pratique très courante et très développée en Vendée et ailleurs. Quand vous parlez du lieu social qu'est le stade, qui rassemble dimanche toute la commune quasiment, on a les équipements aussi depuis longtemps de stades de foot qui bénéficient de buts d'une pelouse nickel, d'éclairage, ou c'est récent ? Alors, c'est pas forcément récent, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus. Donc, moi, je suis remonté au début du XXe siècle dans mon ouvrage. Il faut savoir que dans les années 20-30, les conditions sont vraiment très précaires. Donc, le terrain, c'est un champ, tout simplement. Avec des dimensions qui ne sont pas forcément conformes. Toujours plat. Pas toujours plat. Bon, à Sainte-Gemme, peut-être, ça va. ça dépend. Ça dépend. À Mervans, c'est plus compliqué. Les buts, au tout début, ça peut être des piquets de bois. Voilà, il n'y a pas de vestiaire, évidemment. On se change dans une étable, par exemple. Les modes de déplacement, ça va être le vélo. Le train seulement pour les équipes qui évoluent au niveau régional.
Donc on a des déplacements improbables en bétaillère par exemple, ou en camion d'usine, ce genre de Vous vous choses. souvenez de ça? Oui, Vous avez... je confirme tout ça. Et puis forcément ça va s'améliorer au fil du temps. Et puis on va commencer à avoir des équipements de qualité, surtout à partir des années 70 où les municipalités vont commencer à investir dans les infrastructures sportives. Ouais. Ce livre, il raconte quoi? C'est l'idée, je disais en intro, de mettre aussi à l'honneur les travailleurs de l'ombre, les bénévoles? Oui. Ouais, c'est... En fait, moi, il y avait 2 objectifs principaux que je me suis fixés. Bon, le premier, c'était de retracer toute l'histoire du sport du football vendéen des origines à nos jours. Ouais. Et le deuxième, auquel je tenais beaucoup, c'était raconter ce qui s'est passé dans tous les clubs, y compris les plus modestes. Peu importe le niveau, en fait, il y a des histoires intéressantes à raconter partout. Et je voulais vraiment mettre en valeur ce football dans les campagnes les plus reculées, dans les petits villages, où j'ai fait vraiment des grosses découvertes parfois et des histoires passionnantes et insolites. Chaque commune compte un club de foot, c'est systématique ou pas systématique? Alors, c'est peut-être pas toutes, mais faut savoir que dans les années 80, on est monté à 272 clubs. Donc là, c'est l'âge d'or? Voilà, c'est l'âge d'or. En 87, c'est le record. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait plus de clubs que de communes en Vendée. Ouais. Donc il y a plusieurs communes qui avaient 2 clubs, notamment le club paroissial et le club laïque. Et puis il y a des villes où il y avait aussi les grandes entreprises. Aussi. Qui avaient leur équipe. Tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'un club comme une commune comme La Roche, c'est 10 clubs dans les années 80. Donc, forcément... Donc forcément, ça fait monter les chiffres. C'est ça. Et même les petits villages de 400, 500 habitants avaient leur club. Ouais. Quelle figure ou quelle rencontre marquante vous avez pu avoir dans la rédaction de ce livre, puisque vous dites, vous avez pris votre magnétophone, enfin votre dictaphone, pardon, vous avez enregistré, rencontré des mémoires vivantes. Oui. Il y a des figures marquantes? Oui, alors il y en a une qui est bien connue en Vendée, c'est Marcel Lormeau, qui a été longtemps... La Motachar, voilà. C'est ça. Qui est toujours licencié, c'est le recordman de licences en Vendée, avec plus de 70 licences. Et qui est encore très vif d'esprit malgré son grand âge, et qui m'a beaucoup aidé. Alors il a longtemps été au district de Vendée aussi, donc il m'a mis en relation avec beaucoup de personnes, il m'a vraiment beaucoup aidé pour ça, on a beaucoup échangé. Et puis dans des clubs, je pense par exemple à Jacques Pajot, au club de Saint-Jean-de-Mont, les écureuils vendéens, qui a été président du club, son père a été président du club, son grand-père a fait partie de la première équipe. Donc là forcément on a longuement échangé, il a même fait des recherches pour moi, donc quand ça se passe comme ça, c'est toujours très enrichissant. Donc des rencontres marquantes. Est-ce qu'il y a des clubs aussi, des clubs ou des joueurs où on se dit « Ah ouais, ça c'est vraiment le foot vendéen ». J'imagine, sur 100 ans, il y a quelques noms qui ressortent. Alors, on peut parler... il y a eu quelques joueurs professionnels en Vendée. L'un d'eux, c'est Claude Robin. Donc, c'est un joueur qui était issu des Sables d'Olonne et qui a un parcours assez chaotique. Donc, il a percé au plus haut niveau. Il a été champion de France avec Reims, qui était une très grande équipe à ce moment-là, pardon. Et puis avec le FC Nantes, qui a connu l'équipe de France aussi. Okay. Mais à 2 reprises dans sa carrière, il est revenu en Vendée, en fait, parce qu'il travaillait à la Criée. D'accord. C'était une famille de marailleurs. Ouais. Et donc sa famille avait besoin de lui. Donc en pleine carrière professionnelle, il est revenu travailler au Sables d'Olonne. Ensuite, il est reparti à Nantes et puis il est revenu. Il a été même président du syndicat des marailleurs. Enfin, voilà. C'est pour montrer que vraiment, il a vraiment gardé la tête sur les épaules et il est resté attaché à ses racines. Et voilà. Je pense, alors Jeanne Bournezeau, Roger March, qui est un Ardennais, le sanglier ardennais, je crois, on l'appelait comme ça. C'est ça. Joueur professionnel aussi ou pas? Oui, oui. Alors pas quand il est venu en Vendée, parce qu'il n'était pas encore connu, il avait 16-17 ans. Mais il a fait partie des réfugiés ardennais qui sont venus en Vendée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, donc il a joué avec l'équipe des coqs sportifs de Bournezeau, qui était l'équipe du moment. Ouais. Et ensuite, il est retourné donc, dans les Ardennes. Et là-bas, après, il a fait une grande carrière, donc, surtout à Sedan, et puis en équipe de France. Christophe Dubois était venu nous parler des réfugiés des Ardennes il y a quelques années. Et il nous disait que la pratique sportive, et notamment le foot, avait aussi soudé beaucoup les communautés entre elles. Oui. En fait, il faut savoir que l'intégration des réfugiés s'est faite forcément par le travail, parce qu'on manquait de bras dans les fermes pendant la guerre. Mais le sport a aussi été un facteur d'intégration. Et notamment le football, parce que là-bas, dans les Ardennes, le football était ancré depuis bien plus longtemps qu'en Vendée. Donc les réfugiés ont cherché à pratiquer le foot ici. Donc au début, c'était des matchs entre Vendéens et Ardennais. Et puis très vite, les Ardennais ont incorporé les clubs vendéens. Et ça donnait un second souffle à ces clubs, parce qu'il y avait forcément un manque d'effectifs, vu que beaucoup de jeunes étaient mobilisés par la guerre. Donc ça a même permis des créations de clubs, parfois.
Donc les réfugiés ardennais ont vraiment une importance sur l'essor du foot vendéen pendant la guerre. Mathieu, je jette un coup d'œil au chrono. Je vais être obligé de siffler la récréation, la mi-temps. Et c'est avec notre ami Jean-Pierre Pouvreau, on va passer à table. Dans le football, il faut avoir de la tête et un gros cœur. C'est vrai. Il faut les deux. Et les jambes, bien sûr, qui vont avec. Tout ça, c'est un ensemble. Et alors, bon, la fabuleuse, le cœur de bœuf, voilà un truc qui n'existe plus sur les tables, ni dans les restaurants, ni nulle part. C'est vrai. Et c'est vraiment un plat à cuisiner autant que... Parce que d'abord, il est pas cher. On l'a pour pratiquement pas grand-chose. Voilà. Et donc, il ne faut pas avoir peur de le cuisiner. Alors, en gros, on fait un courbouillon. On prend le cœur de bœuf, on enlève les parties sanguinolentes s'il en reste, mais avec un bon boucher, normalement c'est à peu près nettoyé avant. Et alors donc on fait cuire dans un courbouillon avec oignons, échalotes, voilà. Et puis on le fait cuire pendant 2-3 heures, souvent suivant l'âge du bœuf. Alors évidemment, il faut avoir l'âme un petit peu cuisinière, et puis on teste un peu avant, voir si le cœur est cuit. Bon, nous, avec le doigt, on voit s'il est cuit ou pas. Et alors ensuite, une fois qu'il est bien cuit, et on les laisse refroidir, on les masse. Voilà. Et alors ensuite, on met le coloré dans un beurre moussant. Et après l'avoir fariné, coloré dans le beurre moussant. Et après, on déglace avec un mélange moitié eau, moitié vinaigre de vin. C'est basique, hein. Un bouquet garni. Voilà, et on laisse cuire pendant le temps que ça mijote avec les oignons et tout ça, pendant un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Et on termine avec des pommes de terre qu'on met à cuire avec le cœur qui cuit dedans, et la pomme de terre épluchée, elle donne un goût à l'ensemble, et on déguste avec un petit peu de crème fraîche pour lier. Ah, voilà la crème fraîche. Voilà, pour lier quand même un petit peu, il ne faut pas non plus exagérer. Parce qu'après on peut éliminer en jouant au foot, par exemple. Ah, mais on l'élimine. Regarde, moi je suis élevé au beurre, à la mayonnaise. Vous avez vu les beaux gars que ça fait? Les corps d'athlètes. Vous allez faire jalouser tous les téléspectateurs avec les Jean-Pierre. Non, mais voilà une recette basique qui est simple. Hein. C'est vraiment simple. Et on oublie l'importance du vinaigre dans la cuisine. Ça donne vraiment un aspect très très goûteux du plat qu'on cuisine avec du vinaigre de vin. Toujours avec de l'eau pour le détendre un petit peu. Voilà, les pommes de terre qui font partie. Donc c'est basique comme tout ce que je présente. Voilà, n'hésitez pas à essayer. Vous jetez à l'eau avec un gros cœur. Merci. Encore, vous êtes allé droit au but avec votre recette. C'est bien. Bravo. Chapeau bas. Non, bravo. Est-ce que j'ai marqué le but? Oui, vous avez marqué, mais vous marquez toujours. Et vous nous marquez du cœur. Merci Jean-Pierre. Merci. Mathieu, tout à l'heure en billet d'humeur, je parlais, j'imaginais le foot dans 100 ans. Est-ce que le foot a changé? Alors j'imagine qu'entre sa création, est-ce qu'il y a eu un virage? On voit les enjeux quand même économiques. Alors je ne sais pas si ça se traduit à l'échelle locale et départementale. Est-ce que dans ce siècle de foot, est-ce qu'il y a eu un virage, et comment aujourd'hui vont les clubs amateurs? Alors oui, il y a eu un virage. Alors moi, cet aspect-là, je ne l'aborde pas trop dans l'ouvrage, mais depuis 20-30 ans, on assistait quand même à une professionnalisation vraiment à outrance, avec des moyens financiers que les clubs amateurs ne peuvent pas suivre, y compris les clubs vendéens. Ce qui explique en partie pourquoi on n'a pas de clubs qui ont évolué en première division. Il y a eu seulement le FC Lyonnais et le EP Bourg dans les années 80 en D2. Mais voilà, il y a l'aspect financier. Et puis, il y a aussi peut-être un changement des mentalités où maintenant, les gens se consacrent moins à leur association. Il y a un attachement moindre chez les jeunes. Donc, il y a peut-être un peu moins de bénévolat, un peu moins d'éducateurs. Et du coup, c'est des exigences aussi, des instances qui peuvent être un peu trop fortes. Tout ça fait que les clubs sont parfois en difficulté et que certains arrivent à fusionner, comme c'est le cas depuis une vingtaine d'années. Parce que le bénévolat, on prend un coup. Faut aussi c'est pas rien aussi de se retrouver président d'une association, d'un club de foot qui parfois a un salarié. Les finances ne sont pas non plus élastiques. C'est difficile de recruter. Oui, parce qu'en fait, les licenciés ont des exigences aussi toujours supérieures. Donc il faut un éducateur diplômé, donc ça engendre des frais. Et puis, on ne considère plus vraiment les clubs comme des associations, mais vraiment comme une structure qui doit rendre un service. Donc, on oublie souvent que c'est des bénévoles derrière qui passent beaucoup de temps, et ça peut être très contraignant pour eux.
un esprit peut-être de consommation à l'image de... Finalement aussi, c'est regarder, observer le foot dans ce siècle, c'est aussi observer la société. Exactement. On traverse les mêmes phases. On parlait tout à l'heure des Ardennais. Il y a eu d'autres événements comme ça qui sont des marqueurs. En fait, j'ai essayé de faire des passerelles un peu entre les évolutions de la société et les évolutions du sport au cours du siècle. Et donc, je peux vous donner quelques exemples. Avec plaisir. Par exemple, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les campagnes les plus reculées, ça a permis tout simplement d'avoir des douches plus convenables et l'éclairage des terrains, donc la possibilité de s'entraîner le soir en semaine. Ouais. La démocratisation de la voiture, ça a permis de changer les modes de déplacement. Et puis, il y a des faits de société comme la guerre d'Algérie qui ont eu un impact négatif puisque beaucoup de jeunes ont été mobilisés, donc des clubs se sont mis en veille à ce moment-là. Ouais. Donc il y a vraiment un lien permanent entre les évolutions de la société et celle du football. Et effectivement, est-ce qu'il y a également, on pense à la Vendée, le mondial de Montaigu, est-ce qu'il y a des événements comme ça qui sont représentatifs du département ? Bien sûr, alors il y en a deux principaux, donc le mondial de Montaigu, qui a été commencé en 1973, et qui met en lumière le football vendéen à l'échelle nationale, voire internationale. Et puis il y a aussi Foot Océane sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, tous les 2 ans. C'est vraiment les deux grands événements qui font parler du foot vendéen. Et une question aussi que j'ai perdue, j'avais en tête. Ah oui, est-ce qu'on regarde le foot en Vendée, est-ce qu'il a une particularité ou alors est-ce qu'on retrouve à peu près la même réalité dans d'autres départements ? Je pense que, alors ça c'est déjà fait dans 2 départements, je pense qu'on retrouve des histoires quand même assez similaires. Après, on parlait des réfugiés, l'impact des réfugiés ardennais, ça c'est quand même une spécificité vendéenne. Ouais. Il y a aussi le fait, on a parlé au tout début, les 2 clubs avec dans chaque commune, rivalité entre la paroisse et l'école laïque. Ça, c'est un peu spécifique aussi. Donc on retrouve comme ça quelques thématiques, mais je pense que globalement, on pourrait retrouver la même histoire dans un autre département. Les mêmes réalités de 2 clubs ruraux. Voilà. Très bien. C'est la deuxième mi-temps, avant les prolongations. Et on va passer tout de suite la parole de bouche à oreille à Jean-Pierre Bertrand. Je vais peut-être partager une information, je ne sais pas si vous l'avez eue, mais il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y avait un gros projet sur le séminaire de Luçon. Et j'avais été invité à participer à l'élaboration de ce projet. Et on avait trouvé des documents. Et un prêtre m'avait expliqué qu'en fait, ce sont les abbés qui ont amené le football en Vendée. Comme ils ont emmené le théâtre. Le basket, il y avait, à la fin du 19e siècle, il y avait des cours, comme les sociétés harmoniques. Oui. Il y avait des cours donnés aux prêtres, aux futurs prêtres, aux abbés, pour justement devenir des créateurs et des animateurs de ce genre d'activité pour la jeunesse locale. Voilà. Donc ça veut dire que ça remonte quand même un petit peu. J'ai deux archives intéressantes. La première, elle vient de Saint-Pierre-du-Chemin. C'est Joseph Poupin qui relate ça. C'est à propos d'un match qui a été donné en 1942 pour le retour de prisonniers, pour essayer d'abord faire une fête autour des quelques prisonniers qui avaient été libérés par les Allemands, et puis faire une fête pour que la cagnotte permette d'envoyer des colis aux autres prisonniers. Et donc le match de foot, il va en parler, à Saint-Pierre-du-Chemin. On écoute. Là, il est en sabot de bois. Ah, oui. Il est en sabot de bois, là, le père Alexandre Motard, je l'ai connu. C'est pendant la guerre. Cette personne et puis un ou deux autres là étaient des pères de famille qui avaient été faits prisonniers en 40 et qui avaient été libérés parce qu'ils étaient pères de famille. On les avait renvoyés. Donc en 42, ils étaient revenus. Avant la fin de la guerre, les Allemands en avaient libéré quelques-uns. Je ne sais pas si c'était en lien avec les STO qu'on avait envoyés à leur place. C'est possible, hein, mais ils étaient donc revenus et ils ont organisé devant le château, sur le terre-plein devant le château qu'on voyait tout à l'heure, un match de football au profit des prisonniers, de ceux qui n'étaient pas rentrés. D'accord. Et il y avait parmi eux des gens qui étaient déjà assez âgés, comme vous voyez ici le père Motard. Hein. Vous nous montriez le prêtre. Oui. Et ça ne m'étonne pas quand on voit
les ambitions de l'Église d'évangéliser. Distribuer. Oui. Et donc voilà. Et puis le deuxième extrait, alors on ne pouvait pas faire autrement que de parler du film des Vieux de la Vieille. Ah oui. Le fameux coup de pied de ballon que nous donne Jean Gabin, du ballon qui repasse au-dessus de la porte. Alors, en fait, ça c'est le cinéma. Maintenant, le capitaine de l'équipe d'Apremont à l'époque qui nous dit comment ça se passe. Donc voilà, les Vieux de la Vieille en 60 par Henri Rabillet, capitaine de l'équipe d'Apremont. On écoute. Vous les avez vus quand même? Ah bah oui, alors, je les ai approchés quand même parce qu'ils ont eu besoin de nous pour faire un match de football. Et ce match de football, il a eu lieu à Couex. Parce qu'il fallait que ce soit... c'était sur le terrain de Couex, qui était sur la route d'Apremont à l'époque. Là. Alors tout s'était bien passé, on avait fait une publicité monstre dans les journaux avant. Et puis bon, au moment où, parce que les 3 citoyens devaient donner le coup d'envoi, mais au moment de donner le coup d'envoi, les Gabin, il s'est aperçu de tout ce monde qui était là, ça lui a pas plu. Ah. Non. Alors il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Mais ça n'a pas été un petit problème, parce que les gens voulaient se faire rembourser. Ah. Ben, ils étaient venus pour voir les vedettes, et puis les vedettes ne voulaient pas se pointer. Alors on a réussi quand même, à force de dialoguer, ils sont montrés, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, ils paraissent tous les 3 au-dessus d'un portail. Oui. Alors on a réussi à les mettre, ça a duré 1 minute. Hein. Hop, paf, ça y est, elle est dégagée. Excellent, puis le tour est donné, c'est très bien. Eh bien, c'est déjà la fin du match. Merci pour votre participation. Allez, tout le monde a gagné. C'est parfait. Merci beaucoup, Mathieu. On rappelle Un siècle de football en Vendée, aux éditions du Centre vendéen de recherches historiques dans toutes les librairies. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bon vent, et puis merci les Jean-Pierre. À Béthou. Puis à Béthou. Puis à dimanche prochain. À dimanche au stade. Oui. À Béthou. Oui, capitaine.